Pour la première fois, l'ex-avocat star dans la peau d'un prévenu. Dans le procès qui s'ouvre, Éric Dupond-Moretti joue son avenir en politique. On l'accuse d'avoir voulu régler ses comptes avec des magistrats en tant que ministre. Nous avons eu affaire à un dysfonctionnement majeur et pitoyable du ministère de la Justice. C'est pas un peu gênant, ça décrédibilise pas le ministre que vous êtes de se retrouver comme ça devant une cour de justice? Je m'expliquerai le moment venu et je pense que vous serez très attentive à mes explications. En réalité, cette affaire, montée de toutes pièces, est aujourd'hui instrumentalisée contre moi à des fins politiques. On est en plein mélange des genres. Et à cet égard, l'histoire, je pense, nous donnera raison. Quoi que juge la Cour de justice de la République, cette situation est signe d'un état de déliquescence de notre pays, hélas. Alors tout d'abord, moi je voudrais dire qu'en tant que garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti a toute ma confiance, qui fait un excellent travail. Et comme chacun, il a le droit à la présomption d'innocence. J'ai répondu pendant 15 jours à toutes les questions qui m'étaient posées. Il me semble que le délibéré, c'est le 29. Soyez tout simplement un peu patient. Je pense que la présidence de M. Macron se sera caractérisée par un affaiblissement regrettable de la déontologie politique. Bonjour, je suis François Saint-Pierre, je suis avocat, et notamment l'avocat des magistrats qui ont été ciblés par les enquêtes ordonnées par le ministre de la Justice Dupond-Moretti. Alors des procès devant la Cour de justice de la République, il n'y en a pas tous les jours, puisque seuls les ministres qui sont soupçonnés et accusés de délits dans l'exercice de leur fonction ministérielle sont justiciables de cette juridiction. Qu'est-ce qui était précisément reproché à M. Dupond-Moretti? C'était d'avoir commis des délits de prise illégale d'intérêt. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un ministre ou un fonctionnaire public qui se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, utilise ses pouvoirs à des fins personnelles. Une situation de conflit d'intérêts, c'est celle dans laquelle il se trouvait selon l'accusation, puisque lorsqu'il était avocat, il avait déposé plainte à titre personnel contre les 2 procureurs du parquet national financier, et puis il avait également déposé plainte au nom d'un client, commissaire de police à Monaco, contre le juge d'instruction de Monaco en demandant que des poursuites soient exercées à son encontre. Et puis dès qu'il est nommé ministre, en juillet, en août et en septembre, il ordonne une enquête administrative sur ces magistrats. Il est bien normal que le garde des Sceaux s'assure du bon fonctionnement de la justice. C'est même, la moindre des choses. Donc pour les juges d'instruction de la Cour de justice, comme pour le procureur général, il s'agit de faits qui sont qualifiables de prise illégale d'intérêt. Ce que nous avons découvert devant la Cour de justice de la République, c'est l'envers du décor, le back-office du ministère de la Justice, et il se trouve que nous avons découvert des éléments que nous ne connaissions pas. Et notamment, nous avons pu apprendre que dès sa nomination, la directrice de cabinet du ministre de la Justice a contacté les uns et les autres pour organiser ces poursuites disciplinaires contre ces magistrats. C'est la preuve que dès qu'il a été nommé ministre, Éric Dupond-Moretti, selon nous, a fait en sorte que les magistrats qu'il avait attaqués quand il était avocat soient poursuivis disciplinairement devant le Conseil supérieur de la magistrature. Cette affaire, montée de toutes pièces, est aujourd'hui instrumentalisée contre moi à des fins politiques. Ça, vous l'avez bien compris. Et puis ça permet aussi une sorte de diversion qui permette à certains de ne pas venir ici pour parler des vrais sujets. Plus de 20 témoins étaient cités, et notamment la directrice de cabinet, le directeur adjoint du cabinet du ministre de la Justice. Également, les directeurs d'administration du ministère. C'est une organisation un peu complexe.
eh bien, nous avons appris que le problème du conflit d'intérêts était posé depuis le début. Tout le monde était informé. Tout le monde était parfaitement conscient du souci. Plusieurs responsables du ministère ont alerté la directrice de cabinet. Et néanmoins, eh bien, celle-ci est passée outre, c'est ce qu'elle a dit. Et tout cela parce que le ministre niait son propre conflit d'intérêts jusqu'à la fin. Je suis présumé innocent. Je suis innocent. Je compte le démontrer. Donc nous avons eu affaire à un dysfonctionnement majeur et pitoyable du ministère de la Justice. C'est une vengeance du ministre pour l'avocat qu'il était, bien entendu. Le magistrat que vous évoquez a été directeur des services judiciaires, je le connais bien, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Il a tenu un propos extrêmement pessimiste, effectivement. Ce qu'il a dit, c'est que de toute façon, quoi que décide la Cour de justice, l'image de la justice, du ministère de la justice, était très gravement endommagée. J'ai même entendu, ça n'est pas rien, que je mettais en péril l'indépendance de la justice. Mais je l'ai trouvé pessimiste, parce qu'en même temps, le fait est que ce procès s'est bien tenu. Il a eu lieu. La presse a pu en rendre compte. Et par conséquent, pour la première fois, un ministre de la Justice est jugé pour un abus de pouvoir dans sa fonction à des fins qui ne sont pas bien honnêtes. C'est le moins que l'on puisse dire. Bon. Donc, c'est de toute façon une leçon de ce que les politiques ne sont pas surpuissants, tout puissants, et qu'ils doivent rendre des comptes. J'ai écouté le procureur général, M. Rémy Heitz, qui a prononcé un discours remarquable de clarté et de rigueur. La Cour de justice peut rédiger ce qu'il a dit, voilà un arrêt de condamnation qui tient. Elle peut aussi décider de relaxer M. Dupond-Moretti en rédigeant peu ou prou, résumant les plaidoiries de ses avocats en défense. Je doute que ce soit aussi cohérent, parce que les faits sont là, le droit est là, et il me semble que les délits en cause sont parfaitement caractérisés. Je parle là en qualité d'avocat des victimes de ce délit. Madame la Présidente, je ne suis sans doute pas l'arbitre des élégances, mais je voudrais vous rappeler une toute petite chose. J'ai été mis en examen, je ne suis pas condamné, je conteste. Vous permettez, c'est la question. Je conteste totalement les faits qui me sont reprochés. S'il relaxe M. Dupond-Moretti, très bien. Mais dans ce cas-là, tous les maires de communes de France qui sont poursuivis pour prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire pour avoir utilisé leur fonction publique à des fins familiales, privées, etc., devront être relaxés. Et nous aurons affaire à une déliquescence de l'état de droit en France. C'est bien clair. Lorsqu'il était avocat, juste avant d'être nommé ministre de la Justice, il avait écumé les plateaux de télé et les radios qui voulaient bien l'inviter pour dire, je cite, qu'il allait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, dans le parquet national financier. Et il s'agissait donc pour lui, bien entendu, de lutter contre cette justice-là qui s'occupe des délits de corruption, d'abus de biens sociaux, etc. Alors pourquoi cette prise de position de sa part et pourquoi a-t-il été choisi comme ministre ? C'est étonnant. Cette prise de position, je dirais plutôt que c'est un peu une culture beauf, si vous voulez. Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement ? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée ? L'homme moderne connaît une nouvelle définition. L'homme moderne, évidemment, il ne fume pas, il ne boit pas, il fait du sport en jogging fluo, il bouffe du quinoa, il ne ment jamais, il n'a pas de secret, pas de jardin secret, il roule à 35 km/h dans une voiture électrique, c'est l'homme moderne. Je n'aime pas les garants autoproclamés de la morale publique, je n'aime pas les inquisiteurs, je n'aime pas les Torquemada. C'est-à-dire que faut être contre les juges et dire que finalement la corruption c'est pas si grave que ça. Écoutez, c'est extrêmement grave. Cette nomination est intervenue, tout comme les poursuites disciplinaires qu'il a lancées contre les magistrats, à quelques semaines du procès pour corruption de l'ancien président Sarkozy, avec son avocat et un juge qui, selon l'accusation
été corrompu avec eux, eh bien, ce procès a donné lieu à la condamnation de ces personnes. Nous, ce que nous avons observé, c'est cette concomitance de temps. Le ministre est nommé, il tient ses propos pour détruire le parquet national financier. À peu de temps avant ce procès important qui impliquait Nicolas Sarkozy et puis son avocat, Maître Herzog, qui est un ami intime du ministre. On est en plein mélange des genres. Et à cet égard, l'histoire, je pense, nous donnera raison, quoi que juge la Cour de justice de la République. Cette situation, est signe d'un état de déliquescence de notre pays, hélas. Vous savez, depuis une trentaine d'années, une règle était clairement posée que tout ministre mis en examen devait démissionner. Cela a été respecté jusqu'à il y a peu. François Bayrou, par exemple, était ministre de la Justice. Une simple enquête était déclenchée contre lui, a démissionné tout de suite. Pourquoi les choses ont-elles changé? Alors on dit c'est parce tous les ministres sont poursuivis et par conséquent il n'y a plus de gouvernement possible. C'est totalement faux. Il y a quelques ministres poursuivis, il y en a beaucoup, heureusement qu'ils ne sont pas. Je pense que la présidence de M. Macron se sera caractérisée par un affaiblissement regrettable de la déontologie politique, si je puisse employer ce mot qui n'est pas un oxymore. Il doit y avoir une éthique politique, bien entendu. La mauvaise foi ne se présume jamais. C'est une règle d'or. Il faut arrêter avec ces trucs. C'est à force de démolir comme ça tout ce que font les politiques qu'un beau jour, vous n'aurez plus personne qui aura envie de faire de la politique. Je pense que nous sommes là dans une situation extrêmement paradoxale et donc dangereuse. Parce que pour nous tous, déjà ce ministre aurait dû être démissionné depuis longtemps. En raison même des conflits d'intérêts qu'il a provoqués, de sa mise en cause, par conséquent de son comportement excessivement hargneux contre la magistrature. J'ai répondu pendant 15 jours à toutes les questions qui m'étaient posées. Il me semble que le délibéré, c'est le 29. Soyez tout simplement un peu patient. Alors tout d'abord, moi je voudrais dire qu'en tant que garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti a toute ma confiance, qui fait un excellent travail, et comme chacun, il a le droit à la présomption d'innocence. Ma boussole, je vais vous dire, c'est de rendre la justice plus proche, plus efficace, plus rapide sans doute, et cette légitimité qui me pousse vers cela, je la tiens de mes années d'avocature. Son bilan n'est pas si positif que cela. La hausse du budget, Jean Castex, qui est venu témoigner, a dit que c'était lui qui en était l'auteur plus que son ministre. Quel est le bilan de ce ministre? Et en revanche, en balance, nous avons affaire à ce désastre total. Alors qu'il reste après une relaxe, je pense que le problème sera tout aussi difficile qu'il reste après une condamnation. Là, nous aurons dépassé toutes les limites de l'admissible, bien entendu. Écoutez, c'est une juridiction qui a 30 ans, elle date de 1993. Elle avait été créée au moment de l'affaire dite du sang contaminé. Et à cette époque, on avait une autre conception des procès, et notamment des procès des politiques. Bon, la question de fond est de savoir si les politiques doivent être jugés par une juridiction d'exception spéciale pour eux, ou au contraire, par les tribunaux ou les cours d'assises comme tout un chacun. Personnellement, je pense que rien ne justifie plus que les ministres soient jugés par une juridiction telle que celle-ci. Et puis, nous avons la question de la composition de cette Cour de justice. 3 juges professionnels, 6 députés, 6 sénateurs. Ce qui engendre de nombreuses suspicions sur les directives données par les partis politiques, sur les considérations partisanes. C'est quand même un véritable sujet. La loi de 1993 qui organise la Cour de justice de la République dit à son article 13 que les victimes ne peuvent pas se constituer partie civile au procès pénal. En revanche, la loi dit aussi que les victimes peuvent, après la condamnation du ministre, le poursuivre en dommages et intérêts devant la juridiction compétente. Selon les cas, c'est le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. Soyez sûr que si M. Dupond-Moretti est jugé coupable et condamné pour les délits qui lui sont reprochés, bien entendu,
nous exercerons cette action judiciaire à son encontre. C'est important pour les Français de savoir si la justice dysfonctionne. Et si, dans l'hypothèse où elle aurait dysfonctionné, on envisage de prendre des sanctions. Bah oui, c'était essentiel pour vous.